Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardely, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit Mylène Arsenault, orthophoniste, spécialiste du langage chez les 0-5 ans. Elle nous parle de l'impact des écrans sur le développement des enfants, les nouvelles recherches, ainsi que des trucs que vous pouvez vous-même mettre en place à la maison. Bonne écoute! Mylène Arsenault, bonjour. Bonjour François. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Mylène, tu es orthophoniste au CLSC de l'Abbé. Exact. On te reçoit aujourd'hui, puis le chemin qui nous amène à toi, c'est un peu... c'est qu'on a une collègue qui a suivi une formation que tu donnes, qui s'appelle... L'impact des écrans sur le développement des enfants. Déjà, juste là, je pense que tout le monde est accroché. Oui, ça, absolument. C'est un sujet de l'heure quand même assez important, là, surtout dans l'ère du temps où on est. Ouais. Puis cette collègue-là est revenue ici, puis elle nous a dit, hey là, elle était un peu shakée. Elle avait tellement ça trouvé pertinent, puis elle a dit, hey, il faut que tout le monde dans Baptiste ait ça. Ou tu sais, on commençait le podcast, puis elle a dit, hey, faut la recevoir, c'est tellement intéressant. Ouais. Là, je pense que c'est beaucoup de pression d'un coup. Et puis en même temps, ça me fait tellement plaisir de venir vous en parler. Je le sais que c'est un sujet de l'heure. À chaque semaine, aux nouvelles, on en parle. On a des nouvelles données qui sortent, des nouveaux articles qui sortent. Puis en même temps, les parents sont déjà un peu pris avec ça à la maison, avec comment est-ce qu'on gère les écrans. Puis comment est-ce qu'on peut faire les meilleurs choix. Fait que moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Okay. Puis aujourd'hui, justement, ça va être de ça qu'on va parler. On va avoir une première partie un peu plus sur la connaissance de tout ça, les choses qu'il faut savoir, puis après ça, un peu plus d'outils puis de trucs parentaux là pour savoir quoi mettre en place à la maison, qu'est-ce qui peut nous aider à pas trop culpabiliser non plus, puis à vivre pleinement notre vie de parents avec nos enfants. Notre technologie. Oui, c'est ça. Puis tu sais, Michel travaille plus avec les jeunes. Moi, je travaille plus en parentalité avec les parents, puis les jeunes disent, mes parents me gossent avec leurs petites questions sur les... Hey, tu passes donc du temps là-dessus, puis ils sont full strict là-dessus. Puis de l'autre côté, les parents sont comme, mon enfant, il fait que ça, je sais pas quoi faire. Tu sais, je pense qu'on va avoir on va faire un beau tour, je pense. Donc là, aujourd'hui, on en parle pourquoi? Ben, on en parle, là, c'est sûr que, bon, comme vous dites, vous êtes intervenant là, avec les parents, les enfants. Moi, je suis vraiment intervenante en 0-5 ans. OK. Donc, j'accompagne des familles. J'accompagne aussi, là, des fois, je vais dans les organismes communautaires, les milieux de garde, des fois aussi un peu avec le scolaire, là, depuis que de la maternelle 4 ans. Puis, je me rends compte, là, que c'est vraiment un enjeu, puis que tout le monde se sent un peu démuni, puis tout le monde se sent aussi confus par rapport à toute l'information qu'on a. Fait que moi, je trouvais ça important de mettre ensemble la bonne intervention pour bien informer. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est vraiment pas le but de culpabiliser. Non, on sait que c'est difficile. Moi, je compare souvent mes parents à des funambules qui essayent de faire leur travail d'équilibrisme. Je le sais que c'est pas tout le temps bon, mais en même temps. Puis, j'ai aussi envie de donner confiance aux parents, de dire, le parent sait ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Puis des fois, oui, l'enfant, il veut juste ça, mais le parent, faut qu'il fasse la différence entre, l'enfant, il a un désir, mais moi, je sais que le besoin derrière ça, c'est peut-être pas l'écran, c'est peut-être autre chose. Fait que vraiment, le but, c'est de se donner davantage confiance, parce que là, ce qu'on remarque beaucoup, puis moi, je le vois beaucoup chez soit les éducatrices, soit les enseignantes là, qui sont enseignantes pour des jeunes niveaux, c'est qu'on remarque là, que les enfants, ils ont beaucoup plus de difficultés que les années précédentes. Quand ils arrivent à l'école, ils sont pas prêts. Même quand ils arrivent au milieu de garde, on voit que ils savent pas comment tenir un livre. Ils savent pas comment écouter une histoire. Ils ont de la difficulté à suivre là, des consignes de base. Ils ont de la difficulté à écouter des histoires. Écouter une histoire. Juste ça, là, l'attention... l'attention est impactée déjà. Ils regardent moins, tu sais, leurs amis pour essayer de deviner un peu, tu sais, qu'est-ce qui est attendu d'eux ou qu'est-ce qu'ils devraient faire dans telle situation. On remarque aussi, là, tu sais, qu'ils sont plus agités, justement, qui ont moins d'attention soutenue aussi. Ils ont la mèche courte. Il y en a qui explosent ou qui font des crises de façon beaucoup plus intense que ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. OK, parce que c'est ça, l'intensité est pas la même parce que en même temps, je t'écoute parler puis je me dis, bon, il y a des choses qui ressemblent à un comportement normal d'un enfant. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce qui peut être problématique. J'ai aimé le mot que tu as dit, tu sais, tu as utilisé, que les parents, il y a une certaine confusion autour de ça parce que on a tellement d'informations sur c'est bon, c'est pas bon, c'est pas assez, c'est trop, c'est une bonne application qu'ils utilisent. Tu sais, mais tu sais, on a tellement d'informations puis pas tant, parce que quand on regarde sur Santé Canada, les grandes lignes, mettons, c'est 0-2 ans, pas d'écran, 2 ans, 5 ans, 1 heure par jour. Puis après ça, c'est ça long. Fait tous ces sujets-là que tu nous parles, dans le fond, c'est juste
une mise à jour, là, pour que tout le monde soit conscient de les impacts, les avantages, parce qu'il y en a probablement aussi. Peut-être pas tant, mais puis les dangers, bon, je fais des guillemets, mais il y a certains dangers, là, parce que là, déjà, en jeune âge, on voit un retard, on pourrait appeler ça, ou des lacunes sur certains points qui devraient être acquis. Oui, il y a vraiment des impacts sur le développement, puis aussi, tu sais, sur le développement de l'empathie, tu sais, de voir, ben, tu sais, je comprends ce que l'autre ressent, mais je trouve ça intéressant que tu parles des avantages, parce qu'il y en a des avantages. Puis pendant la pandémie, on en a profité beaucoup de ces avantages-là, de se dire, ben, qu'on a pu faire l'école virtuelle, ça a quand même été assez précieux. Ça nous donne aussi des nouvelles façons de socialiser. Hein? Il y a des, avant, on avait de la famille loin, si on les appelait pas, on leur écrivait des lettres. Absolument. C'était quand même moins instantané. Là, aïe, ça fait longtemps, ça. Avec un crayon pis tout. Fait que là, tu sais, on a accès à la chaleur humaine quand même à travers un écran, plus là, avec la chaleur de la voix, tout ça. On a accès à un contenu éducatif auquel on n'aurait jamais pensé avoir accès. Aujourd'hui, les enfants, ils pourraient aller, puis même nous, en tant qu'adultes, on pourrait aller visiter un musée de façon virtuelle. Absolument. On pourrait aller survoler des ruines ou des pyramides égyptiennes. Fait qu'il y a une richesse. En même temps, je vous dirais que cette information-là, qui est presque illimitée, comme tu as bien dit, François, pour un enfant de 0-2 ans, c'est 0 écran, parce que l'enfant de 0-2 ans, il est pas en mesure d'absorber toute cette information-là, de comprendre cette information-là. Tu sais, c'est pas bénéfique pour lui. Lui, il a besoin de découvrir son environnement. Mais en effet, on peut aussi, tu sais, moi, je l'ai beaucoup utilisé pendant la pandémie aussi, si j'avais un enfant qui voulait trouver des trucs de magie. Moi, je connais pas ça, la magie, mais garde, tadam! On va faire des recherches. Sur YouTube, il y a tout ce On démonise pas, dans le fond, aujourd'hui, l'outil que les écrans peut amener, dans le fond. Là. Exact. On démonise pas, puis en même temps, on peut se dire que ben l'écran, hein, la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie dit 0-2 ans, pas d'écran. 2 à 5 ans, 1 heure d'écran maximum, mais le parent est présent. Le parent est actif, le parent interagit. Ben oui. Alors, là, l'écran, c'est pas censé être une gardienne pendant qu'on fait autre chose. C'est ça la nuance. Gardienne. OK. Tu sais, si je vais voir, par exemple, nous, pendant la pandémie, on a suivi Yannick Bergeron. Je pense que c'est ça son nom, qui est un scientifique qui fait des expériences. Ben, on le regarde, puis après, on la fait, l'expérience. On transfère ça dans le réel. Là, on a un avantage. Mais sinon, je vous dirais que pour les jeunes enfants, il y a peu d'avantages et les inconvénients, malheureusement, dépassent largement les avantages. Puis tantôt, on a discuté ensemble il y a une couple de semaines, puis moi, je me souviens de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, puis c'était très simple à comprendre. Si l'enfant fait de la tablette, de la télé, etc., il fait pas autre chose. Exact. Il développe pas ses habiletés motrices, il développe pas sa compréhension du langage, il développe pas... fait qu'il est là le retard. C'est pas la tablette qui cause le retard ou tu sais qui fuck le cerveau, c'est que il y a plus de temps pour autre chose. En fait, il y a un peu des deux. On sait que le contenu sur les écrans, les tablettes peut avoir un impact sur le développement du cerveau. Mais je pense que effectivement la principale information qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que chaque minute, chaque demi-heure, chaque heure qu'on passe devant un écran, on le passe pas à développer d'autres compétences. Puis chez nos enfants, c'est précieux parce qu'ils font des siestes, ils dorment beaucoup, ils passent du temps à manger, ils passent du temps... Bon, fait qu'il reste peu de temps dans la journée. S'ils passent ce temps-là sur les écrans, ben ça leur enlève du temps pour découvrir leur environnement, pour courir, sauter, grimper, manipuler, jaser avec le monde, se chicaner, s'obstiner, c'est bon aussi. Il faut ça pour développer des compétences. S'ennuyer, créer, s'imaginer des choses. S'ennuyer, on en parle dans un autre podcast, là, l'ennui, mettons, là, puis le jeu libre, mais c'est vrai que, François, on en parle souvent aussi de les enfants s'ennuient plus, on a peur que les enfants s'ennuient. Tu sais, je me souviens, quand on était jeune, on est allé à Disney, puis on attendait 1h30 en file, puis on faisait rien, là. On était en file, moi puis mon frère avec nos parents, puis on avait pas d'écran, on avait pas de tablette, de sel, peu importe, mais on pouvait jouer 1h30 avec une bouteille d'eau à essayer de la faire aller, là. Ou des jeux de comme, je tape sur ton doigt, tu perds ton doigt, c'est comme plein de jeux que s'il y a absolument rien, le cerveau va finir par le combler lui-même. Parce qu'il n'y a pas cette béquille-là qu'est l'écran ou qu'est autre chose, mettons. Les parents, ils ont peut-être peur que leur enfant fasse rien, mettons.
Ouais, ben c'est sûr que je pense qu'en tant que parent, on a un malaise, puis on a aussi une pression là, de la société de stimuler au maximum son enfant. Cette pression-là, elle a toujours été, mais là, avec tout ce qui est disponible, on dirait que, puis avec les réseaux sociaux, on se compare, cet enfant-là, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Non, je vais aller chercher du contenu pour, comme s'il y avait une course aux connaissances. Alors que l'enfant, vraiment, là, l'enfant, il se développe puis il apprend en interaction avec son environnement, puis en interaction dynamique avec des personnes significatives. Ça peut être des adultes, ça peut être d'autres enfants, mais c'est vraiment dans la vraie vie que ça se passe. Puis justement, en parlant de développement, mettons, là, on disait tout à l'heure avec François que les écrans, c'est pas nécessairement ça qui bloque le développement de l'enfant, mais pendant ce temps-là, il se développe pas. Sur d'autres sphères, c'est quoi vraiment l'impact réel que ça a sur le développement autour de ça pour les enfants? Ouais, ben là, ce qu'on sait maintenant, puis ça, on le sait là de par des recherches. Puis là, on va en parler vraiment, comme on disait tantôt, pas pour se culpabiliser, mais pour avoir les faits, puis pour pouvoir faire des choix éclairés après, pour mieux accompagner nos enfants. Fait en effet, là, c'est prouvé qu'on a des impacts dans plusieurs sphères du développement. Donc, l'acquisition du langage, c'est ce qui est principalement là, documenté comme ayant un gros impact. Puis ça, c'est le cas là, même si on a une petite télé en arrière-plan. Fait que selon la Société canadienne de pédiatrie, on sait que non seulement ça a un impact sur le développement, puis ça, là, on va vraiment en parler beaucoup aujourd'hui, mais ça a aussi un impact sur le taux d'obésité. C'est que les gens devant les écrans, ils mangent plus, ils ont plus de publicité, ils ont plus de publicité pour de la malbouffe parce que c'est rare des entreprises de fruits et légumes qui font des publicités. Donc on a des problèmes de surpoids, on a aussi des impacts vraiment des enfants et des adultes qui ont un manque de sommeil, qui sont en dette de sommeil. Là, on parle pas juste de la lumière bleue, hein, c'est pas juste une question de lumière bleue, c'est aussi une question de on est un peu on est stimulé, fait qu'on on est moins facilement capable de retourner au sommeil. Puis en même temps, ben on est très motivé à voir, tu sais, j'ai-tu un like, j'ai-tu ici, je vais-tu voir ça? Les notifications. Ou tu sais, juste les vidéos qui passent à la chaîne, une par-dessus l'autre en boucle, puis que ça arrête jamais, ben ça nous force, ou en tout cas, ça nous invite à rester plus longtemps sur les écrans sans qu'on s'en rende compte. Puis c'est leur job de médias sociaux qui font très bien, finalement. Absolument. Tu sais, mettons juste TikTok, si tu pèses sur retour, comme quoi tu veux quitter l'application, il te quitte pas tout de suite. Faut que tu repèses encore une deuxième fois, juste pour confirmer, tu sais. Fait que il y a plein d'éléments comme ça, puis c'est leur job. On peut dire qu'ils font très bien ça parce que c'est le doom scrolling, je pense, le terme. Ouais. C'est juste que tu défiles sans cesse des kilomètres et des kilomètres de long, là. Puis tu perds la notion du temps, puis à un moment donné, tu te rends compte que ça fait des heures que t'es là-dessus. Ouais. Fait en effet, là, ça, c'est une autre problématique. On a des enfants qui ont de la difficulté là avec toutes les compétences qui sont de base pour aller à l'école. Puis on a aussi de plus en plus de problèmes de myopie. Hein, fait que des gens qui voient flou de loin parce qu'ils ont toujours un écran parce qui est que ça s'entraîne pas, ça. Absolument. C'est un muscle. Fait, tu sais, s'il est constamment à courte distance, ben plus loin, c'est jamais développé. Mais là, moi, j'ai grandi à grands coups de Nintendo 64 puis de télé le câble, là. Est-ce que j'ai eu tous ces impacts-là aussi ou ça a évolué? C'est intéressant hein, parce que dans le temps que la télé est arrivée, on s'est dit « Ah non, ça va être un gros problème. » Puis maintenant, ce dont on se rend compte, c'est que la télévision, quand même, d'habitude, c'était une grosse télé. Hein, on se rend compte que c'était quand même des gros meubles. Massif. C'était pas quelque chose qu'on déplaçait facilement. Puis souvent, elle était dans le salon puis on l'écoutait en groupe. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on peut écouter ça tout seul. On peut écouter un peu n'importe quel contenu. Hein, avant, c'était n'importe où. Ben oui. Puis là, avant, c'était un horaire imposé. Puis là, maintenant, on peut vraiment écouter de tout. Puis, comme tu dis, Michel, vraiment partout. Fait qu'on peut amener ça dans sa chambre. On peut amener ça à la toilette. Hein, comment ne pas profiter du moment présent? Ça fait longtemps que j'ai pas lu une bouteille de shampoing. Là, tu sais, j'étais dans la salle de bain. Il y a plus personne qui a de revue à la maison qui traîne dans la salle de bain. Le petit livre en arrière. Le petit livre. Fait que ça se traîne vraiment partout. Puis, fait que là, tu sais, si on est en auto, en famille, chacun a son écran, puis on discute moins de ce qu'on voit dehors. C'est utilisé aussi, tu sais, moi, des fois, là, je vois des parents qui vont faire une commission, puis pour que ça aille vite, puis pour pas se faire demander 75 affaires dans le département du bonbon, ils laissent leurs enfants dans l'auto avec un écran. On l'utilise aussi, on l'apporte aux rendez-vous médicaux. On l'apporte aux rendez-vous médicaux pour faire patienter l'enfant, pour le calmer après un vaccin.
Fait qu'on a vraiment là une utilisation qui est beaucoup plus large que dans le temps de notre bonne vieille télé puis notre bon vieux Nintendo 64. Fait qu'on avec la télé dans le salon, au moins, on avait quand même des occasions de discussion. On pouvait regarder un spectacle ensemble puis en parler pendant une semaine après. Là. Parce que ça restait que l'écran ou ce qu'on écoutait, le contenu qu'on consommait était collectif. Ouais. Donc, on était quand même tous « Hey, t'as-tu vu ça? Hey, ce personnage, je peux pas croire qu'il a fait ça. Puis il y a une chanson, mettons, dans le film de Disney, puis on la chante tout ensemble, puis on l'écoute 75 fois ensemble, puis ça roule. Ou, il faut prendre une pause parce que le VHS, faut qu'il recule. Tu sais, je veux dire, il y a tout ce processus-là collectif ou d'unité familiale qui est ensemble, un peu comme tu disais, de comme réintégrer le contenu qu'on a vu. Au moins, on le consomme tous ensemble. Puis on fait juste ça. Tu sais, je suis pas sur mon cell en train de regarder la télé. Je pense que ça peut aussi... faire 3 choses en même temps. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, c'est d'habitude, si on regardait une série, mais on regardait un épisode par semaine. Ouais. Ben oui. Fait qu'on avait le temps toute la semaine de se créer des scénarios, d'en faire des références, d'être le cerveau continue. À développer. Puis il y avait aussi le fait qu'il y avait des publicités, il y avait des pauses publicitaires. Fait qu'on avait un temps d'arrêt. On pouvait aller aux toilettes, aller prendre un verre d'eau. Tu courais pour aller aux toilettes. Là. Tu voulais pas manquer ton générique. Mais au moins, il y avait pas là, ce dont tu parlais, là, du flux infini d'informations où ça s'arrête jamais. Là, on avait une invitation à cesser. Ah ouais? Okay. Puis là, au niveau du développement, justement, ça reste qu'on veut pas faire peur aux gens. C'est plus de sensibiliser les gens. Parce que y a rien qui ne se rattrape pas ou qu'on n'est pas peut-être capable de changer ou de modifier. Est-ce que au niveau moteur, au niveau langagier, tout à l'heure, tu le disais, tu sais, c'est pas... Moi, écoute, j'ai grandi avec des écrans, mais je parle 3 langues aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que j'ai un retard de développement quand t'es un enfant? Comment on sait tout ça ou... Mais en fait, c'est le but de notre rencontre aujourd'hui. Puis c'est exactement ce qu'on veut transmettre aux parents. On veut que les parents aient les bonnes informations. Donc, oui, chaque fois qu'on regarde un écran, chaque fois qu'un enfant passe du temps devant les écrans, il passe pas de temps à développer d'autres compétences. Fait que c'est sûr qu'on peut s'imaginer facilement qu'au plan du développement moteur, des habiletés motrices, il y a un impact parce qu'on n'est pas en train de courir, grimper, s'amuser, sauter, mais même développer des muscles, ne serait-ce que assez suffisant pour se tenir assis. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu souvent, mais qu'on voit de plus en plus. Des enfants qui ont même de la difficulté à tenir une position assise sur une chaise. Ouais, parce que le tonus, il a pas été assez renforcé en faisant d'autres mouvements, mettons, physiques. Je comprends. Puis tu sais, aussi au plan de, utiliser un crayon, tenir un ciseau. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut développer et qu'on peut pas développer sur un écran. Fait que là, clairement qu'on a des impacts là. On a des impacts aussi sur le développement du cerveau. Et c'est là que, quand on est au plan du développement moteur ou, puis même du développement langagier, on se dit, en communication avec les autres, c'est plus facile. On est vraiment dans ce dont on parlait au début, du coût d'opportunité. C'est-à-dire que chaque fois que je suis sur un écran, je suis pas en train de faire d'autres choses qui stimulent mon développement. OK. Mais tantôt, j'ai dit, par exemple, l'écran, des fois, ça peut aussi avoir un impact direct sur le développement du cerveau. Okay. Fait que l'écran, c'est pas de la bonne nourriture pour notre cerveau. Pourquoi? Parce que notre cerveau, puis là, c'est particulièrement là, la myéline, qui est une substance blanche qui nous permet de faire des connexions synaptiques dans notre cerveau pour justement là ancrer ces apprentissages-là qu'on fait. Le développement de notre cerveau, il est très sensible au mauvais type, donc à la mauvaise qualité, puis à la mauvaise quantité de stimulation. Donc, la surstimulation qu'on a sur les écrans, les tâches répétitives qui sont pas ancrées dans le concret, qui sont pas en 3 dimensions, qui nous amènent pas à manipuler, ça fait en sorte que ça nous permet pas de développer des connexions plus élaborées, qu'on reste là à un niveau qui est très de base. Qui est comme primaire un peu, là. OK, je comprends. Puis en anglais, on dit souvent « use it or lose it ». Ouais. OK. Fait que, tu sais, oui, on peut toujours se rattraper, mais en bas âge, là, plus on est dans des expériences réelles concrètes, plus on va faire des connexions neuronales qui vont nous servir pour toute la vie. Parce qu'il y a ce terme-là qui s'appelle plasticité cérébrale. Corrige-moi si je me trompe, aux alentours de 2 ans, c'est là qu'on est le plus malléable, c'est là que ça colle le plus, dans le fond. Ouais. Dans la petite enfance, c'est vraiment là la fenêtre idéale pour faire des apprentissages. Plasticité comme de la pâte à modeler, dans le fond, là, comme le cerveau, il est vraiment... OK. C'est-à-dire qu'il est dans sa phase idéale pour réaliser des apprentissages. OK. On est avec
plein de possibilités. Puis en fonction de nos expériences, on va aller solidifier certaines habiletés, certains apprentissages. Puis ceux qu'on n'utilise pas ou qu'on stimule pas, ben elles vont pas rester, elles vont se perdre. La plasticité du cerveau, on sait maintenant qu'elle reste active toute la vie. Okay. Hein, il fut un temps où on pensait qu'après un certain âge, là, il y avait plus rien à faire. C'est faux. Alors, si vous avez un grand-papa, une grand-maman qui dit « Oh non, je suis trop vieux pour ça », tu peux encore. Mais c'est plus difficile. Effectivement, la petite enfance, c'est la période idéale pour... Je le vois un peu comme... tu sais, avec les enfants, on essaie, à bas âge, de leur faire goûter différents aliments aussi, différents ingrédients. Plus on leur en fait goûter et qu'on les met dans les recettes, ben on les sensibilise à plein de choses. Parce que si on les nourrissait seulement d'une canne de pois, ben c'est sûr que c'est juste ça qu'il va apprendre à connaître puis à grandir avec, puis il voudra plus goûter à autre chose. Puis le cerveau va comme être flexible, peut-être plus rigide par rapport au reste. Fait que est-ce que c'est un peu le même comparatif, au niveau des connaissances? Faut qu'ils apprennent à connaître et voir le plus de choses possible. En tant que parent, j'aurais l'impression que ce serait un comparatif là que je comprendrais peut-être. C'est une belle analogie. C'est une belle analogie de dire, ben on veut pas juste que le cerveau de notre enfant consomme du fast-food. On veut une variété d'aliments, de vitamines, de protéines, etc., de fibres. Fait qu'on veut vraiment là une variété d'activités. Puis, c'est un bon exemple. Puis, tantôt, on a parlé de aussi tout ce qui était moteur physique, aller courir, sauter, bouger. Depuis qu'on s'est parlé, il y a une couple de semaines, j'ai repensé, mettons, à mon été en camping. J'ai vu un petit gars, il avait peut-être 4-5 ans, puis il se déplaçait avec un petit vélo électrique. Puis les autres amis qui se déplaçaient avec des trottinettes électriques. Oui, c'est cool. C'est super cool. On a une collègue ici qui a fait un bac en kinésiologie, puis certains adultes, en évaluation, elle les appelait des morons moteurs. C'est des gens qui, pour une raison qu'on connaît pas nécessairement, sont extrêmement maladroits, sont pas habiles. De lancer une balle, c'est super compliqué. Moi, je pense à ces petits-enfants-là là, qui sont même pas capables de faire du vélo, de la trottinette, de bouger. Ça va être quoi dans 15 ans, ces enfants-là? Parce que oui, il y a les écrans, mais il y a les technologies. Mettons, on parle de ça, mais ça me fait peur aussi. C'est pas juste les écrans, mais c'est l'électrification de tout ça. Là. Ouais. La technologie va loin. Puis des fois, ça a plein d'avantages. Tu sais, on veut utiliser moins la voiture, on veut des modes de transport actifs, mais on va être capable de monter une côte. Puis là, finalement, on se rend compte que c'est surutilisé puis que ça diminue nos capacités, nos habiletés. Ça serait un super bon sujet pour amener à votre podcast un physio. Parce que ça, c'est un autre bon fléau là. Pour le développement moteur des jeunes. Puis je pense que aussi une des choses que au niveau des écrans et de l'utilisation qu'on en fait, c'est un peu comme le sucre puis les bonbons, tu sais, je veux dire, ça nous booste de dopamine ou de je suis pas la professionnelle en termes de sciences et de nutrition, mais je sais quand même que un surstimuli peut-être qui peut venir des écrans qui doit jouer aussi sur les facteurs un peu là que tu parlais de développement tantôt. Tellement, puis je suis contente que tu parles de dopamine parce que la dopamine, tu sais, on connaît tous ça de près ou de loin, hein, c'est un neurotransmetteur du bonheur. C'est le fun. Fait que c'est comme avoir un rush de sucre là. C'est plaisant, c'est le fun, mais c'est pas très nutritif. Je comprends. Puis la dopamine, c'est un peu ce qui est très 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 présent, par exemple, chez les gens qui consomment des drogues, et aussi, mettons, à chaque fois qu'on reçoit un like sur Instagram ou sur Facebook, tu sais, on a cette espèce de rush de dopamine là. Mais là, quand on est sur un écran, ce rush de dopamine là, il est provoqué par un stimuli externe. Il est provoqué par quelque chose qui vient, un système de récompense externe. Il n'est pas provoqué par quelque chose qu'on a fait ou qu'on a accompli. Tu sais, je suis content, j'ai fait une course ou je suis content, j'ai remis mon devoir à temps. Là, on est vraiment dans l'instantané, le rapide. Puis ça, des rushs de dopamine, on en veut toujours plus. C'est la boucle de la dépendance. Mais là, si on s'active toujours avec des motivations qui sont... on appelle ça des motivations externes ou extrinsèques qui sont, je veux un like, je veux un pouce, je veux un cœur. On développe moins notre curiosité naturelle. Puis non seulement il y a un risque de dépendance, mais en plus on se rend compte que les enfants sont beaucoup moins capables d'avoir une belle joie naturelle, un émerveillement
Des choses qu'ils voient autour d'eux. Fait que, tu sais, un beau paysage, une belle vallée, un beau coucher de soleil, c'est moins le fun que mon Fortnite, là. Ouais, c'est ça. Ou qu'il y a n'importe quel jeu où, tu sais, genre, j'ai plein d'étoiles, puis je gagne des coffres. Puis j'imagine que même en tant que parent, tu sais, je veux dire, tantôt, j'étais en train de faire un dîner à la halte répit et avec les enfants, j'étais assise, puis je faisais des phases de comme « Wow! » Tu sais, tu tiens ta fourchette! Puis là, tu sais, full d'excitation pour des petites choses. Puis j'ai l'impression que oui, ça a l'air gaga, mais en même temps, on s'émerveille un peu moins du monde qui nous entoure que ce qu'on faisait avant. Ouais. Puis je pense que ça, c'est une réflexion parce que la conversation d'aujourd'hui aussi, le but, c'est peut-être d'avoir un regard critique un peu sur notre utilisation aussi des écrans et de ce qu'on en fait. Mais on dirait que mon introspection en moi de ce que tu me dis, c'est vrai que même moi, quand je marche ou quand je vais courir, je cours pas sans musique. Pourquoi, tu sais, ton cerveau, il est tout autant capable de se motiver que la musique, tu sais, il y a pas besoin de ça pour se motiver. Il est capable de marcher puis de trouver qu'il fait beau dehors sans avoir à regarder son cell à chaque 4 secondes, tu sais. Ou de dire, je vais prendre une photo parce que mon cerveau va l'oublier sinon, puis il y a peut-être cet émerveillement que nous aussi, on a à cultiver. À cultiver, ouais, absolument, c'est le bon mot. Ben, on l'a tous dans les poches aussi, ce téléphone-là. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est intimement relié, mettons, l'utilisation du parent ou de l'adulte et l'utilisation de son enfant? Tu sais, si l'adulte, il a peut-être une dépendance, est-ce que son enfant, est-ce que les chiffres grimpent aussi? Ou certains parents sont capables de dire, bon, ben, ça, c'est mon problème à moi. J'ai des difficultés à gérer mon temps d'écran, mais à mon enfant, je suis panne sèche puis je le nourris pas d'écran du tout. Là. Y a-tu des études de ça ou pas tant? Ou des observations? Je sais pas, tu sais, je te dirais qu'on va reparler plus tard là, de notre rôle à nous en tant que parents. Mais y a-tu des livres? Bon, peut-être pas non plus. Je sais pas. Ouais. Mais pour en revenir à, tu sais, quand tu parlais de, tu sais, profiter du moment présent, puis, tu sais, dans la vraie vie, dans le réel, tu sais, la dopamine, anciennement, elle était active. Ben, tu sais, anciennement. Encore aujourd'hui, mais moins. Autrefois. Mais dans un monde idéal, elle est activée par ça, on a fait quelque chose, on s'est rendu au bout, tu sais. J'ai faim, ben je me cuisine quelque chose, je le savoure, c'est délicieux. Je vais aller voir mon ami, j'enfourche mon vélo, je me rends chez lui, puis tu sais, je suis fière d'avoir fait le trajet, puis je suis contente de voir mon ami. Tandis que quand on a des rushs de dopamine sur l'écran, ben ça remplit aucune fonction biologique. Là, on n'est pas en train de se nourrir, on n'est pas en train de bouger, on n'est pas. Fait que notre cerveau, il est pas fait pour avoir ces rushs de dopamine là, puis il sait pas quoi faire de toute cette dopamine là. Fait que c'est pour ça que on a plus de difficultés là. Dans la vraie vie, dans le vrai monde, à profiter du moment présent. Puis en même temps, ben, quand on va arrêter nos enfants sur les jeux vidéo ou sur YouTube, ben, on se rend compte que là, ils décompensent bien raide. Des fois, ils ont des grosses crises de colère, mais c'est vraiment lié, là. Puis c'est-tu correct, une crise de... On fait quoi, tu sais? Parce que ça va arriver, là, on le voit, là, les parents nous en parlent de comme, ben, OK, j'ai enlevé le téléphone, parce que ça, c'est une bonne conséquence qu'on connaît, tu sais. C'est pas une bonne conséquence, mais c'est une conséquence qui est... Utilisée beaucoup. Utilisée facile, parce que c'est directement à... Ça fait mal. Quelque chose, ou regarde, c'est assez, je te le prends. Puis là, on a un crash, là, on a une crise. On gère comment cette crise-là? C'est-tu correct de le laisser en crise? Ça peut devenir beaucoup, là, pour un parent. Ouais, mais ça peut être difficile, puis je pense que là, on est vraiment dans du cas par cas. Mais il peut y avoir plein de solutions. Est-ce que, tu sais, un enfant qu'on sait, là, qui a eu le cerveau et le système vestibulaire hyper stimulé sur un écran, est-ce qu'on peut l'inviter à aller jouer dehors, à aller s'activer, à aller bouger son corps? Ça, souvent, c'est une bonne façon là, de revenir dans le monde réel. Mais si effectivement l'enfant est en crise et en pleurs, ben on peut aussi faire notre rôle de parent, notre rôle d'intervenant qui s'occupe d'un enfant, puis accueillir ces émotions-là, puis lui montrer des façons saines de gérer ses émotions. Parce que de lui redonner le téléphone parce qu'il pleure, là, on lui apprend à gérer ses émotions avec un écran. Alors que dans la vie, ben il y a plein d'autres façons. Tu sais, un parent qui parle doucement à son enfant, qui le console, qui prend le temps de le bercer, qui prend le temps de mettre des mots sur ses émotions. Comme je comprends ta déception. OK, je comprends. C'est plate, t'aurais aimé ça continuer. La prochaine fois, t'aimerais que je t'avertisse 5 minutes d'avance. OK, je vais t'avertir 5 minutes d'avance la prochaine fois. Puis ces explosions de colère-là, suite à un arrêt spontané de jeu, genre je tire la plug,
j'avais entendu dans un autre podcast qui comparait ça à... Parce que quand, mettons, tu joues un jeu vidéo intense, là, prenons peut-être pour les plus vieux Warzone ou Fortnite ou peu importe, un jeu où t'es super stimulé, ben tu dois prendre des décisions puis des plein de fois par minute, par seconde. Fait que ton cerveau, il est à spin. Yes. Puis dans ce que j'ai écouté, c'est la personne qui comparait ça à... pareillement, je peux le faire aussi. Moi, sur la route, si je suis dans un environnement où il y a beaucoup de trafic, puis ça se croise, puis il y a quelqu'un qui me coupe ou qui fait quelque chose de dangereux, surtout si, mettons, mon enfant, je me suis senti en danger, je vire fou. Tu sais, je suis pas quelqu'un de violent, je ferai pas de rage au volant, mais je vais me mettre à sacrer, puis je vais l'envoyer promener, là. C'est comme si, parce que j'étais en train de conduire, je devais prendre plein de micro-décisions tout le temps. Mais si tu viens de pitcher une poignée de sable dans mon engrenage, je vais jumper puis je vais snapper aussi. Au même titre que si, parce que le parrain est écœuré, parce que le parrain est à bout puis il tire sa plug, vole la tablette, la ferme, fait perdre la partie. Ça, c'est une poignée de sable dans un engrenage aussi. Clairement. On peut s'attendre à ces explosions-là. Ce n'est pas la tablette, le jeu vidéo qui a rendu ton enfant explosif, c'est que son cerveau, il est à spin. Puis on vient de sacrer break. Je trouvais ça la comparaison, ça faisait du sens pour un adulte. Oui, puis je trouve ça le fun qu'on se mette dans notre avec notre œil d'adulte, qu'on se dit moi il y en a des situations où vraiment tu sais je vais pogner les nerfs, où je vais être tu sais plus à pic ou plus à fleur de peau. Oui, fait que là on peut comprendre que notre enfant, nous on trouve ça banal, on se dit ben là franchement là ta patte patrouille reviens-en là, elle va t'attendre tantôt. Mais pour cet enfant-là, c'est terrible, oui, parce qu'on a mis, j'aime beaucoup ton analogie, une poignée de sable dans l'engrenage. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, en effet, quand on regarde un écran, comme tu dis, le cerveau, il est à spin pour plein de raisons, tu sais. Au plan du traitement visuel, il y a plein d'images qui se passent, tu sais. C'est de l'hyperconcentration, de l'hyperstimulation. Ouais. Fait que ça, quand on retire l'écran, là, on dirait que le monde est flou, là, tellement le monde bouge plus, il est pas rapide, puis fait que c'est difficile pour le cerveau de s'adapter à la vie réelle. La vision a aussi, là, le traitement visuel a un impact sur le système vestibulaire qui est comme, tu sais, l'équilibre. L'équilibre. OK. Où est mon corps dans l'espace? Ah, OK. C'est ça, vestibulaire, dans le fond, là. Ouais. Okay. Le système vestibulaire, puis lui, tu sais, ça a un gros impact sur notre humeur, notre bien-être. Là, tu sais, quand on se sent étourdi, on se sent pas bien, mais tu sais, quand on veut l'activer, on peut aller marcher, on peut aller se promener, on peut se bercer, on peut conduire. Tu sais, c'est des bonnes façons d'activer notre système vestibulaire, mais c'est sûr que effectivement, l'écran, là, ça va aller un peu étourdir notre système vestibulaire parce qu'on bouge pas, mais ça bouge dans notre écran. Ouais. Fait qu'il y a tout ça qui fait en sorte aussi que un enfant, comme parfois un adulte, mais particulièrement un enfant, il va un peu exploser là, puis avoir de la difficulté à s'adapter à la vie réelle. Ouais. Puis tu sais, je pense que même nous en tant qu'adultes, tu sais, quand tu parlais de, tu sais, je suis super attentif à, tu sais, s'il arrive quelque chose ou, fait on s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Si on est toujours surstimulé, toujours, tu sais, l'accent sur la vitesse, toujours du multitâche, tu parlais tantôt, Michel, tu sais, faire 3 choses en même temps, regarder une émission de télé pendant qu'on répond sur Facebook, sur notre cell, ben, tu sais, ça a un impact, là. Puis je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, je trouve, tu sais, dans les dernières années, même nous, les adultes, tu sais, on lit pas, ou on lit beaucoup moins des grands livres, des grands romans. On va lire des courts textes. Les textes dans les journaux ont beaucoup réduit. Ben oui. Écoute, comparé à ce qu'on faisait avant, je veux dire, juste le journal, là, moi, quand j'étais jeune, je prenais le bus métro pour aller à l'école, puis il y avait le journal métro dans le métro. Puis je le lisais, tu sais, au complet, puis je lisais les textes, puis c'était correct, puis c'était comme un petit journal entre guillemets, parce que les articles étaient comme juste mettons 3 paragraphes là, mais aujourd'hui, je reçois les notifications sur mon téléphone, puis je vais lire le titre, puis la phrase accrocheuse, le chapeau. Je vais vérifier si je vais aller... Ouais, le chapeau. Ça s'appelle comme ça, le chapeau de l'article. Hey, là, je dis ça. T'es en train de parler à travers ton chapeau. Puis on peut même les écouter. T'as même eu l'option d'écouter l'article. Ah ouais? T'es obligé de la lire. Hein? Mais parce que la réalité, c'est que le cerveau est paresseux. Ben oui. Le chemin le plus court possible que le cerveau va pouvoir prendre, il va le prendre. On travaille ici au local jeunesse, puis on a un dictionnaire papier là en ce moment là derrière. Aïe. Puis oui, c'est arriérique là, parce que j'ai dit arriérique, mais c'est archaïque. Parce que les jeunes, ils savent plus regarder dedans. Ben non. Puis pourquoi on va regarder là-dedans quand je peux prendre l'ordinateur et en 4 secondes écrire le mot, puis il va me répondre tout de suite à savoir si ça s'écrit de cette façon-là ou cette façon-là, si c'est un nom ou un déterminant ou sa classe de mots, peu importe. Donc,
il y a comme, tu sais, on parlait des avantages tout à l'heure, mais on est facile aussi, de par notre paresse, d'aller chercher toutes les béquilles qu'on est capable d'aller chercher aussi, pour sauver quoi, dans le fond, comme pour plus se développer, dans le fond, tu sais. Ouais, ou en tout cas pour, tu sais, beaucoup diminuer notre persévérance dans les tâches, notre capacité, tu sais, à s'impliquer puis à persévérer dans les tâches. Ça, il y a vraiment un bon impact là-dessus. Puis je pense qu'après ça, si on parle de persévérance, la gestion de l'enfant qui rapidement va vivre des réussites sur l'écran. Ça, c'est facile de vivre une réussite. J'ai tout le temps un bonus, j'ai tout le temps une félicitation, j'ai tout le temps quelque chose, une nanane qui me récompense dans ce que je fais, dans ce que je vois. Dans la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, ça va me prendre 75 pages de papier pour apprendre à couper sur la ligne, mettons. J'imagine que ça doit avoir un gros impact, les nananes qu'on reçoit rapidement sur l'écran versus l'effort que ça me demande de faire dans la vraie vie pour vivre un sentiment de réussite. Tu sais, tantôt, tu parlais de comme, à l'intérieur, je vis une réussite moi-même, donc ça monte ma propre dopamine versus quelqu'un ou l'écran qui me dit bravo, tu sais. Exact. Fait que là, on revient vraiment à ce concept-là de est-ce que la motivation, elle vient de nous, interne, intrinsèque, ou elle est de l'extérieur. Puis en effet, quand on fait, puis on peut en faire plein, là, des activités, puis si au moins l'application sur l'écran se contentait de nous faire la tâche, puis de nous faire vivre une réussite, c'est correct, mais là, il y a un petit bonhomme bleu qui apparaît, qui saute, qui fait puis là, après ça, on a des étoiles, des bling-bling, des sons. Puis là, après ça, ben plus on a d'étoiles, plus on peut avoir des récompenses qui sont complètement futiles. Sur notre application, là, on est clairement dans la motivation externe. Puis l'enfant a plus cette curiosité-là d'apprendre. Fait que je pense qu'en tant que parent, faut valoriser la curiosité, faut valoriser les erreurs, faut valoriser les apprentissages. Hey, t'es en train d'apprendre, mon grand, super. T'as monté sa 4e marche, puis demain, on essaiera de se rendre à la 5e. Parfait. Parce que sinon, effectivement, l'écran, ça nous donne cette espèce de facilité-là. Puis, tu sais, je me mets à la place des parents, puis je me dis, parce que tantôt, tu as utilisé le mot gardienne, puis c'est resté encore dans ma tête. Je fais quoi avec mon enfant? Parce que des fois, là, j'ai besoin du 20 minutes pour pouvoir aller faire la vaisselle, pour pouvoir aller aux toilettes, pour aller, tu sais, avoir une pause de mon enfant, puis on les aime, nos enfants. Il y a personne ici qui est en train de dire que t'as besoin d'une pause, ça veut dire que tu n'aimes pas ton enfant. C'est pas ça. On a un équilibre en tant qu'humain, même si on est parent, on reste un humain en soi, mais je fais quoi avec mon enfant? Tu sais, qu'est-ce qu'il peut... je te demande pas une liste d'activités, mais je comprends le pourquoi on utilise l'écran, tu sais, pour un parent. C'est une façon facile. Après, on peut se demander comment ils faisaient nos grands-parents. J'y pense souvent, des familles de 15, genre back-à-back, maman constamment enceinte, bonhomme parti boucher dans le bois. Tu regardes dehors, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Comment on fait pour retourner à ça un peu? On comprend. Vient-tu à l'ennui? Tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient nos grands-parents? Ben, peut-être que les premières fois, ça virait un peu plus difficile. Tu sais, il y a un adulte qui va faire ses tâches puis que l'enfant est laissé à lui-même. Mais est-ce qu'on peut accompagner un enfant pour lui montrer que s'ennuyer, c'est correct? Pour lui montrer qu'il peut s'occuper lui-même? Puis plus l'enfant va s'ennuyer, plus il va trouver des façons de stimuler son imagination, de stimuler sa créativité puis de faire autre chose. C'est sûr que la tablette, c'est facile. La tablette ou le téléphone, c'est très facile. Mais il y a plein d'autres façons de... Puis je pense que, tu sais, moi, je fais très confiance aux parents. Je pense qu'il faut vraiment que les parents reprennent confiance en leur capacité. Oui, c'est ça. Toi, t'as confiance en eux, mais est-ce que eux ont confiance en eux-mêmes? Puis comme dans n'importe quoi, on en parle souvent ici des défis à l'absence, puis tout ça, faut se pratiquer. Voilà. Nous, mais aussi nos enfants. S'ils sont pas habitués de s'ennuyer, nos enfants, ils vont chialer, ils vont être impatients, ils vont être gossants, puis on va leur donner notre téléphone. Ça, c'est le bout qu'on veut pas, mais de fil en aiguille, ils vont être meilleurs. Ça me fait penser à, tu sais, quand on arrive devant le frigo, puis maman, il n'y a rien à manger, puis maman arrive devant le frigo, puis elle te sort 75 ingrédients de choses que tu peux manger. Mais c'est un peu le même principe avec l'ennui, j'imagine. C'est comme, j'ai rien à faire. Puis t'es comme, non, mon chéri, tu pourrais faire, hey, regarde, on va faire ça. Pourquoi je sors pas ces crayons-là que ça fait des années qu'on les a pas sortis, puis on fait quelque chose avec ça, tu sais,
c'est un peu le même comparatif, je pense, avec le frigo puis le syndrome de la porte ouverte, mettons. Là. Tout à fait, ouais. Où le parent, il sera pas nécessairement excellent du jour au lendemain, puis ni l'enfant non plus, mais qu'avec la pratique, avec la confiance aussi, de dire, regarde, tu pourrais faire ça ou ça, puis sinon, j'ai confiance en toi, je le sais que tu vas te trouver quelque chose d'intéressant à faire. Ouais. Parce que je me souviens, tu avais dit la dernière fois qu'on s'est parlé, l'ennui, c'est le problème de l'enfant, pas du parent. Quand tout est disponible dans la maison, quand il y a 250 bébelles dans la maison, c'est plus la job du parent. Après qu'on on a pris des bonnes habitudes, que ce temps-là, c'est un temps sans écran, c'est à l'enfant de se démerder, là. Il y en a des bébelles, là, ouais. Je trouvais ça intéressant. C'est la job de l'enfant d'enlever l'ennui après un certain temps. Là. Ouais. Puis c'est la job du parent de dire à l'enfant, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu vas trouver une solution. Je sais que tu vas trouver quelque chose. Ouais. Au lieu de toujours prendre le malaise de l'enfant puis de répondre à ses besoins comme ça. Puis tu sais, de bouger, d'aller jouer dehors, de faire autre chose, mettons, là, ça peut juste faire du bien. J'ai écouté une vidéo la dernière fois qui disait que les enfants, c'est quand la dernière fois t'as vu un enfant dans le plâtre, tu sais. Les enfants sont moins dans le plâtre qu'ils l'étaient avant. Pas parce qu'ils se cassent moins les poignets, c'est juste que ils jouent moins dehors. Ils prennent moins de risques. On les couvre beaucoup. Puis je suis pas en train de dire que nos enfants sont pas assez maganés puis blessés, là. C'est pas une plug pour plus de plâtre, là. On n'est pas subventionné. Mais, c'est vrai, tu sais, ça. C'est vrai. C'est comique, mais ça a quand même un effet critique un peu de comme, c'est vrai qu'on est moins dehors puis qu'on a tout le temps peur de tout puis on se permet pas de prendre des risques, mettons, de se faire confiance. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment dans l'air du temps, là. D'ailleurs, je me demande si c'est pas là la société ou en tout cas un regroupement là, de pédiatres du Québec qui ont fait une lettre ouverte, ça doit faire 1 an là sur je pense que ça s'appelait quelque chose comme plaidoyer pour le jeu risqué chez l'enfant. Okay. On veut pas les mettre en danger. Ouais. Hein, je pense que les parents on sait que jouer à côté d'une falaise, ça c'est pas un bon choix. Non. Mais est-ce qu'on peut encourager notre enfant à faire des jeux risqués? Oui, un enfant peut grimper. Oui, Absolument. Un enfant peut courir. Un enfant peut sauter. Ouais. Puis, en effet, on souhaite qu'il se blesse pas, mais s'il se blesse, ça fait aussi partie des apprentissages. Absolument. S'il tombe. Puis, il va lui-même devenir responsable de, sais-tu quoi, je pense que le niveau de difficulté, il est trop grand. Ouais. Voilà. Faut qu'il l'apprenne, ça. Ouais. Tu sais, justement, aller marcher sur le bord d'une falaise ou jouer sur le bord d'une falaise, c'est jamais une bonne idée. Mais si tout non, fais pas ça, c'est dangereux. Ben là, si tout l'est, donc rien ne l'est. Il y a comme un switch bizarre de si maman, papa, ils disent non, fais pas ça, c'est trop dangereux. Mais à tous les jeux à l'extérieur, il y en a plus de danger, là, parce que tout est dangereux puis il m'arrive jamais rien. Ah ouais, fait que là, t'as 2 choix en soi. Tu transfères ton anxiété ou tes peurs ou ton stress à ton enfant. Puis là, ton enfant pense que tout est dangereux. Ouais. Soit tu le désensibilises complètement, il fait, là, si tout est... Puis la fois que c'est vraiment dangereux, qu'il y a une voiture qui s'en vient, qu'il y a une roche qui tombe, là, c'est dangereux pour vrai, puis il faut bouger, là, tu sais. Ouais. Fait, mais... Faut pas crier au loup sur le danger non plus. Dans le fond, c'est un peu ça. Okay. Puis en fait, plus on l'expose à des jeux risqués, plus l'enfant, il apprend à se connaître, il apprend à voir ses limites, il apprend à mieux connaître ses capacités, puis il apprend à vivre des petites réussites aussi, parce que chaque fois, il est un peu meilleur que la dernière fois. C'est sûr. Absolument. Fait que les réussites, tantôt, qu'il pouvait vivre avec l'écran. À l'extérieur. Il réussit à les vivre à l'extérieur, tu sais, puis à faire autre chose. OK. Fait qu'on est bien mieux d'encourager ça que de dire à l'enfant qu'on a peur. OK. C'est sûr. Puis, dans toutes ces affaires-là, les programmes à TV, puis les émissions éducatives, les applications éducatives, il y en a-tu qui ont du bon sens? Ça existe-tu du bon contenu en ligne ou du contenu pertinent, point de vue orthophonique, point de vue... Ça existe-tu? Cette question-là, elle est super intéressante parce que je pense que quand on est dans une approche où, garde, si t'es pour avoir de l'écran, c'est sûr qu'il y a des contenus qui sont meilleurs que d'autres. C'est assez évident qu'on se dit, tu sais, quelque chose qui a un rythme plus lent, moins suraccéléré, quelque chose qui a un contenu éducatif, on peut s'attendre. Reste que, puis ça a quand même été très surprenant. Il y a une équipe là à Montréal qui ont fait une recherche, qui ont dit, est-ce que c'est vraiment le contenu des écrans qui est problématique ou est-ce que le temps d'écran, peu importe le contenu, est problématique? Puis ils en sont venus à la conclusion que malheureusement, le temps d'écran, peu importe le contenu, va être problématique. Fait que c'est mieux pas d'écran ou moins d'écran que de l'écran avec du contenu éducatif. L'enfant va toujours apprendre mieux
dans des situations réelles. Mais c'est sûr que je pense qu'en tant que parent, si on fait le choix de dire, bon, ben là, aujourd'hui, on a un temps d'écran, ben là, si on peut le regarder avec l'enfant, c'est mieux. Mais si des fois ça arrive, on a besoin d'une gardienne pas chère. Fait qu'on met l'écran, ben là, effectivement, on est bien mieux de gérer le contenu. Parce qu'on peut trouver de tout, là. Surtout sur les fils vidéo YouTube. Là, on peut vraiment tomber sur n'importe quoi. Fait que de choisir un contenu qui est adéquat, je pense qu'on... Puis, à la limite, comme tu disais tantôt, de l'écouter avec, tu sais, de le réinvestir après dans sa vie, là, tu sais, le fameux film, le Sans dessus-dessous, le Inside Out, que moi, je recommande à tout parent, j'allais dire bon parent, mais ça n'a pas rapport, mais à tout parent, tout humain sur la Terre, mais de dire, c'est pas juste de l'écouter, c'est de le réinvestir après ça, puis de refaire des liens dans, hey, tu te souviens-tu, on a vu ça, on l'a vu, l'expérience scientifique que tu disais, là, tu peux l'écouter puis aller la faire après ça, puis la remettre en temps réel. Je trouve ça super intéressant quand même mais j'aime ça l'étude que tu disais c'est pas nécessairement le contenu plus que le temps. Ouais, c'est vraiment le temps qui est problématique, malheureusement, parce que comme on disait au tout début, mais chaque fois qu'on passe du temps sur l'écran, on n'est pas en train de développer des relations sociales ou en tout cas d'autres compétences. OK. D'ailleurs, tu sais, je l'avais dit au tout début, moi c'est sûr qu'en tant qu'orthophoniste, ce qui m'intéresse le plus c'est les impacts sur le développement du langage. Puis c'est là que je pense qu'il y a vraiment les plus gros impacts qui sont documentés en tout cas. OK. Fait que, tu sais, chaque moment qu'on passe devant les écrans, ben ça va aller augmenter le risque qu'on ait des difficultés au plan du développement du langage, fait qu'au plan du vocabulaire, au plan des phrases, au plan des sons, tout ça. Puis, faut savoir que des fois, on se dit, bon, le langage, c'est important. Oui, le langage, je pense que des fois, on se rend pas compte à quel point c'est important. Et s'il fallait, pendant une journée de temps, pas pouvoir parler, là, on trouverait ça très difficile. Absolument. Mais on dirait qu'on prend ça un peu pour acquis. Mais non seulement le langage, c'est important pour fonctionner puis pour avoir des relations sociales, mais c'est aussi super important pour les apprentissages scolaires. Parce qu'à partir du moment où l'enfant, il maîtrise bien le langage dans sa modalité orale, mais là, à l'école, il apprend la modalité écrite du langage. C'est encore du langage. Mais là, après ça, là, tous les apprentissages suivants, subséquents, ils se font par le langage. Par le langage écrit, par le langage oral. Situation mathématique, on lit un problème mathématique. Science, on va lire un texte, on va répondre à des questions. Fait que tous les apprentissages scolaires sont basés sur le langage. Fait que c'est vraiment une base qui est importante pour la réussite scolaire de l'enfant. Puis j'imagine que le langage aussi, ça va au-delà de juste les mots, mais tu sais, dans le langage non verbal qu'on apprend par nos interactions sociales avec les gens, par comment on est, comment, tu sais, ce que je vais être capable de mimiquer de mon parent, puis de ce que j'apprends. Là, en ce moment, moi, je suis une fille qui parle beaucoup avec ses mains, donc il y a beaucoup de ce que je dis qui est retracé dans ce qu'on voit. J'imagine que ça aussi, c'est moins quelque chose qu'on est capable de développer avec l'écran, parce que les cues non verbaux, l'analyse que je suis capable de faire de la personne qui est devant moi, sont moins grands sur les bonhommes que je vois sur mon écran versus l'interaction réelle que j'ai avec les gens. C'est super intéressant ce que tu mentionnes parce que en effet là, il y a plein d'habiletés sociales qu'on n'est pas capable de développer avec un écran. Puis l'écran, aussi interactif qu'il soit, il est pas capable de décoder nos indices subtils. Fait qu'il est pas capable de répondre à nos indices subtils. On n'est pas encore là. Fait que on a vraiment des impacts sur ce plan-là. Puis, entre autres, beaucoup là sur est-ce que l'enfant est capable de comprendre ce à quoi l'autre pense. On a parlé au tout début d'empathie, mais de savoir comment l'autre se sent, comment est-ce que l'autre réfléchit, est-ce que l'autre peut penser à quelque chose de différent que moi. Si moi j'aime les chats, est-ce que l'autre peut préférer les chiens. Ça, c'est de la base. Ça se développe très, très tôt. Ça se développe à partir de 3 mois. Les bébés, ils commencent à nous regarder, suivre notre regard. Où est-ce qu'ils regardent papa? Où est-ce qu'ils regardent maman? Tu sais, déjà, c'est très tôt dans le développement. On s'intéresse à ce que l'autre fait ou pense ou dit, éventuellement. Et ces habiletés-là de base de communication plus sociale, comme tu disais, là, de décoder les... aussi, tu sais, tout l'aspect des expressions faciales, peut-être la gestuelle des autres, ça peut devenir très difficile pour des enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans. Et on voit de plus en plus, ça commence à être de plus en plus documenté, des enfants qui, parce qu'ils sont pas capables ou parce qu'ils ont des difficultés plus sociales, ils ont des comportements qui ressemblent à de l'autisme. C'est pas un trouble du spectre autistique, mais c'est des comportements difficiles puis des symptômes qui nous
qui nous font penser à de l'autisme. Puis là, on se rend compte que si on diminue grandement ou on retire les écrans, ces enfants-là, ils sont en mesure de se développer puis de bâtir des relations sociales avec leur entourage. C'est lourd, ça. C'est ça que je pense. Les jeunes, tu sais, des fois, qui prennent des expressions à la française de youtubeurs français, puis on peut associer ça, qui est un phénomène aussi observé chez les jeunes avec TSA. Ouais. Ben, le comparatif, c'est ça que ça me fait penser. Hey, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'ai mon bac en enseignement en adaptation scolaire, puis c'est vrai que les traits des jeunes en général, une des choses qu'on se demande tout le temps, c'est est-ce que c'est circonstanciel ou c'est vraiment, mettons, je vais dire génétique, mais c'est vraiment neurologique, mettons. Là. Donc, est-ce que le jeune... Même principe pour le TDA, tu sais. Est-ce qu'il y a un TDA ou il a juste pas appris comment bien se concentrer, puis comment être assis, puis comment faire cette tâche-là? Tu sais, la concentration, ça s'apprend aussi, tu sais, comme tu disais tout à l'heure. De lire un livre, puis de s'asseoir avec son enfant, puis de se concentrer sur cette tâche-là, même si c'est 10 minutes avant de le coucher, ben c'est un 10 minutes que le jeune il a été attentif à une seule chose, une page à la fois, en créant dans sa tête un imaginaire complet, tu sais. Je trouve ça vraiment pertinent ce que tu dis. Ouais. Fait que, tu sais, le cerveau se développe, tout se travaille, tout peut se stimuler. Donc, vraiment, là, je trouve ça intéressant ce que tu nommes. Puis on peut faire facilement le parallèle aussi là avec le développement des capacités d'attention. Il y en a des gens qui vont rester avec un trouble déficitaire de l'attention. Ouais. Mais même pour eux, ça peut être gagnant de quand même développer, à les maximiser, à les trouver des stratégies. Ouais, ou encore plus, là, tu sais, justement, pour... Tu sais, s'il y a des parents qui s'inquiètent de... Hey, là, j'écoute ça, là, hey, je me reconnais dans plein d'affaires qui ont dit qu'il ne faut pas faire. Je me vois mal commencer à gérer des crises soir après soir après soir après soir. Est-ce que si j'appelle au CLSC de dire hey, ça va pas, je sais pas comment dealer les écrans avec mon enfant, tu sais, il serait où le point central, le point névralgique de hey, j'ai besoin de changer, à quelle porte je frappe? Tu sais, y a-tu des intervenants qui sont spécialisés à ça, ou c'est un peu chaque intervenant a comme son bagage d'informations qu'il peut partager? Parce que, par exemple, moi, c'est des choses que j'en parle beaucoup avec les parents, justement, de la gestion des tablettes, des écrans, tout ça, mais y a-tu un point central? Y a-tu un SOS tablette? Y a-tu comment on fait, tu sais, pour prendre conscience d'une chose, mais après ça, ben, emboîter le pas puis trouver les ressources, ça se fait comment, ça? Moi, je trouve ça très, très drôle parce que il y a des ressources en ligne. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sur les écrans, on peut trouver plein de stratégies pour réduire les écrans, mais je pense que t'amènes un point important de se dire, ben, la personne qui voudrait là s'engager dans une démarche, ben la première chose c'est peut-être de regarder, tu sais, notre propre utilisation des écrans. L'écran qu'on en fait. Est-ce qu'on peut être accompagné par des intervenants? Certainement. Je pense que chaque intervenant se doit d'avoir les informations, d'être à jour lui-même, d'être à jour lui-même, de se garder au fait, puis d'être capable là, de donner la bonne information pour que le parent prenne sa décision éclairée. Mais après, je pense qu'en tant que parent, la première étape qu'on peut faire, c'est de dire bon, mais moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais sur mon écran? Est-ce que je regarde mon écran quand je suis avec mon enfant? Qu'est-ce que je montre à mon enfant qui apprend par l'exemple? Je trouve ça difficile. Mon enfant passe beaucoup de temps dans les écrans. Quand je lui enlève, c'est la crise, mais moi, qu'est-ce que je montre à mon enfant? Est-ce que je lui montre un parent qui est souvent sur ses écrans? Bon, si oui, est-ce que je peux déjà commencer par ça? Puis peut-être que si je passe du temps avec mon enfant au lieu d'être sur mon téléphone, ben l'enfant, il va prendre plaisir à jouer avec nous. Puis au fil du temps, au fil des jours, avec du travail, de l'implication, ben il y a peut-être déjà quelque chose qui va changer. Et moi, vice-versa, dans le sens que si moi, en tant que parent, je suis moins sur mon écran, moins sur mon téléphone, si à table, je l'ai pas avec moi, même ne serait-ce que puis ça j'en parle souvent dans les conférences avec les parents, mais si on me voit avec le téléphone, si tu fais juste voir que mon téléphone est pas loin, même s'il est fermé, ça a brisé le contact, puis l'attention, les gens ont pas l'impression qu'ils ont pleinement mon attention. Puis les ados, moi, m'en parlent beaucoup, là, puis c'est la même chose pour les enfants, mais ils vont moins le dire à voix haute, mais dis ouais, mais tu m'écoutes pas, je te parle. Dis non, je t'écoute, mais le parent, il est sur son téléphone. Oui, je t'écoute. Juste avoir son téléphone dans les mains, ça montre que l'enfant, lui, ce qu'il entend de ça, c'est que hey,
j'ai pas ton attention. Je ne suis pas autant important que ton téléphone. Et voilà, moi c'est ça, j'irais plus loin que ça. Je dirais, tu sais, pour un enfant, d'avoir un parent qui est présent physiquement, mais qui est pas présent avec toute son attention, puis sa personne, son implication, c'est très difficile à comprendre pour un enfant qui a pas notre maturité d'adulte. Absolument. Puis donc c'est un parent qui est présent mais qui est pas disponible pour son enfant. Effectivement, l'enfant, c'est sûr que lui là, il a pas la maturité pour comprendre, encore moins pour nommer que c'est quelque chose qui lui dérange. Donc en effet, l'enfant, c'est sûr qu'il a l'impression que c'est bien plus intéressant ce qui se passe sur le téléphone que lui-même. Ça, c'est triste. Puis, nous, tu sais, si on est avec un ami qui nous fait ça, ben ça nous fâche, mais on a des mots pour le dire, mais l'enfant, lui, il a pas tant de mots pour le dire. Puis, ben, qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas de mots pour le dire, s'il est pas capable d'attirer l'attention de façon positive? Ben là, faut pas se surprendre qu'il attire l'attention de façon plus négative. Parce que c'est sûr, c'est son outil, là. Mais je trouve que tu as amené un autre point intéressant où tu dis, ben, quand je suis sur mon téléphone, les gens ont l'impression que je suis pas avec eux ou que je suis moins concentrée. Mais ça, c'est très prouvé que si on est dérangé par une notification, juste un ting sur notre écran, ben, on appelle ça de l'attention partielle continue. C'est comme si on était constamment en train de gérer plusieurs choses en même temps et on n'est pas toutes là. On n'est pas engagé et ça a un coût sur notre cerveau là. On est vraiment moins efficace. On pense qu'on est efficace, hein. On mise beaucoup là-dessus là, la productivité, faire plein de tâches en même temps, faire du multitask, c'est très à la mode, mais ça a un coût sur notre efficacité énorme. Absolument. On n'est pas bons les humains pour faire ça. Non. Puis il y a une super belle étude qui a été faite sur des mamans avec leurs enfants de 2 ans. Là, je suis désolée pour les papas, ils ont décidé de le faire avec des mamans. J'aurais fait les deux, mais en tout cas. Fait qu'ils ont mis des mamans avec leurs enfants de 2 ans dans une salle, puis ils ont demandé à la maman d'apprendre 2 mots à leur enfant. Mais des mots qui n'existent pas dans la vraie vie. Comme ça, t'es sûr que les enfants ne les savaient pas. C'était des faux mots. Fait que là, ils ont appris ça à leur enfant, puis ils ont laissé un téléphone dans la salle. Puis pour la moitié des mamans, le téléphone n'a pas sonné. Puis pour l'autre moitié des mamans, le téléphone a sonné, la maman a répondu, puis le chercheur a dit « Ah non, excuse, c'est une erreur, salut ». Eh bien, les enfants qui n'ont pas été dérangés, les mamans qui n'ont pas été dérangées dans leur interaction avec leur enfant, l'enfant a appris les mots. La maman qui a été interrompue dans son moment avec son enfant n'a pas appris les mots. Ne serait-ce que le 4 secondes là, que ça a pris. Ouais. Pas plus long que ça. Fait qu'en tant qu'adulte, on est moins disponible pour notre enfant, puis ça a un impact direct sur l'apprentissage de nos enfants. L'enfant le ressent. C'est beau, la science. Hein? Ça fait chier. Oui, parce que c'est trop vrai, puis on le fait tous, ou à peu près. Puis ça fait chier parce que c'est vrai, puis ça a des impacts précis. Là. Dans cette étude-là, je crois qu'on la sortirait, ça serait super pertinent, mais c'est tranché au couteau. Là. Puis là, c'est quoi? En tant que parent, tu sais, je me sens... je panique-tu ou je panique pas, là? Ben, là, on se met en mode solution. On ne peut pas rester dans ce malaise-là trop longtemps. On se dit, c'est donc ben plate, qu'est-ce qu'on fait? On se met en mode solution parce qu'il y a des choses à faire. Puis on n'est pas obligé de tout faire demain matin. Déjà, je pense que d'en prendre conscience, c'est une bonne étape. De dire, bon, c'est quoi le modèle que je donne? Est-ce que je peux... Moi, le plus tôt sera le mieux, hein, parce que nos enfants grandissent vite. Puis, vous le voyez sûrement, là, enlever un écran à un enfant de 2-3 ans, c'est une chose. Enlever un écran à un enfant de 13-14 ans, on est ailleurs. Fait que le plus tôt, c'est le mieux. À ne pas reporter à plus tard, parce que nos enfants sont très sensibles à ça. Mais je pense que de diminuer sa propre utilisation des écrans devant les enfants, c'est l'idéal. Puis une fois que les enfants sont couchés, là, on se lâche lousse. Puis à la limite, si on veut garder son écran pas loin, ben peut-être d'avoir des temps réservés pas d'écran. Des temps en famille, pas d'écran. Se pratiquer, justement. Puis pour donner le modèle. Parce qu'en effet, avec des enfants de 3-5 ans, ben à table, pas de téléphone. Fait que quand ils pognent 13-15 ans, ah ben non, tu te souviens, ça fait 15 ans, là, à table, pas de téléphone. Ça fait du sens. Beaucoup plus facile. Puis en intervention, on dit souvent... La méthode PPPP, le plus petit pas possible, ben si ça s'applique, là, le plus petit pas possible, c'est peut-être pendant qu'on va souper, dans ces 30 minutes-là, le téléphone, il est même pas dans mes poches, il est dans une autre pièce. Tout le monde est d'accord avec ça, good, on y va. C'est comme ça qu'on développe des saines habitudes de vie ou des meilleures habitudes de vie du monde. Pendant les devoirs, peut-être aussi, j'imagine. Tantôt, tu parlais d'apprentissage. Quand on fait une activité un peu plus... qui a un apprentissage un peu plus fixé, mettons, là. J'imagine que ça peut être un bon moment aussi pour mettre ça de côté. Dans certaines activités en famille, si on se fait une soirée jeu de société, pas de téléphone. Et puis au pire, la sortie au citrouille de 2024, là, elle aura pas de photo, puis c'est pas si grave que ça. Exact, c'est pas grave. exact.
Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Il y a encore des familles, là, il y a des familles qui ont la télévision en arrière-plan. De porter attention à ça aussi, parce que ça, veut pas, c'est du temps d'écran, puis ça fait une espèce de bruit de fond, là, qui est pas idéal pour le développement, l'apprentissage des enfants. Fait que de s'assurer d'avoir des moments où la télé est plus en bruit de fond. Peut-être que nous, des fois, tu sais, quand on travaille à la maison ou qu'on est seul, on aime ça avoir un bruit de fond. Une fois que les enfants sont là, on peut l'éteindre. D'habitude, il y a assez de vie dans la maison quand les enfants sont là pour pas qu'on ait besoin d'un bruit de fond. Quitte à mettre de la musique, à la limite, j'imagine, tu sais, si on veut vraiment... je le mets pour la musique, je le mets pour le bruit de fond, mais je vais mettre de la musique. Absolument. Exact. Puis je pense que, tu sais, on le dit beaucoup depuis le début, là, moi, je rêve du jour où les parents vont se faire confiance, où les parents vont avoir confiance en leurs habiletés à interagir avec leurs enfants, parce que c'est vrai, là, que les mots à 10 écrans, des fois, on dirait qu'ils l'ont mieux que nous autres, hein. C'est comme instantané, l'enfant, il dit « oui ». Mais faut vraiment le voir comme, tu sais, c'est pas sain pour le développement de mon enfant. Fait que, d'engager le parent à reconnecter avec son enfant, je pense que c'est vraiment la clé. Plus le parent va mettre son téléphone de côté, va éloigner les écrans de son enfant, puis va passer du temps avec son enfant, plus il va développer des compétences, plus il va se trouver bon, plus il va en profiter, plus il va aimer ça, voir son enfant s'émerveiller, voir son enfant curieux, voir son enfant s'améliorer. Fait que je pense que faut se faire confiance en tant que parent. L'enfant exprime des désirs. Le parent est en mesure de décoder le besoin. C'est le mieux placé pour le savoir. Il sait que il y a des désirs. Hein, des fois, on dit il fait des caprices aussi. Hein, mais le parent, lui, ou le parent ou l'adulte significatif est vraiment plus en mesure de bien comprendre le besoin. Puis plus on passe du temps, mieux on va être bon. Mais l'enfant, il a vraiment besoin de passer du temps avec nous. On a réussi à arrêter de fumer en présence de nos enfants, on est peut-être capable de serrer nos téléphones. Mon Dieu. J'ai jamais fumé, là. C'est donc bien de belle phrase. Excellent exemple. D'abord, terminons avec ça. Merci tellement, Mylène. J'en ai d'autres stratégies, si tu veux. Oui, on fait-tu un blitz? On fait un blitz. Ah oui, on est rendu à Orange. Fait que sinon, si jamais on le prend à l'écran, si jamais on regarde une émission, si on regarde une émission où on fait un gâteau, après ça, on s'en va dans la cuisine puis on le fait, le gâteau. Absolument. Fait qu'on transpose ce qu'on a vu en 2D puis on le met en 3D. Fait que vraiment faire les expériences dans le monde réel, ça, c'est le fun. On a regardé une tour de bloc, on va aller la faire avec des cure-dents, de la pâte à modeler, peu importe. Absolument. Fait que vraiment, faites-les. Puis donnez-vous des règles. Hein? Moi, ma règle préférée, c'est pas d'écran avant l'école. Je le sais que ça fait bien, là, une petite émission le matin en se levant. On sait que les écrans tôt le matin, ça a des impacts plus grands sur le plan du langage. Ça brûle les ressources de l'enfant, puis après, l'enfant, là, il est moins disponible pour les apprentissages. Oui, puis moi, j'ai beaucoup d'amis enseignantes, puis les profs le voient. L'enfant qui a passé 45 minutes devant la télé le matin ou 25 minutes devant ça a comme devant la télé, ça a brisé un peu l'élan de l'imaginaire puis du réveil, puis ça l'a endormi ou robotisé devant l'écran. Ça a rendu déjà son cerveau qui était prêt à faire des apprentissages, puis ça lui a dit « Hey, tu peux arrêter, je vais te nourrir puis te gaver de stimuli. » Puis là, ils arrivent en classe, puis ils sont blasés déjà, tu sais, ils sont pas en mode action. Ils arrivent à l'école moins disponibles pour les apprentissages. Exactement, ouais, c'est ça. Fait que ça, faut vraiment, si possible, faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Bien sûr, pas d'écran non plus 1 heure avant le coucher, parce qu'on veut pas nuire au sommeil. Puis je pense que plus, des fois, on veut pas en faire vivre des malaises à notre enfant, mais plus on implique notre enfant dans les routines du quotidien, là. Plier du linge, laver la table, nettoyer la chambre, suspendre ses vêtements, déballer l'épicerie, vider le lave-vaisselle, mettre les jouets dans le coffre, faire le lit. C'est toutes des choses qui sont des expériences dans le réel, puis en même temps, qui nous permettent à développer notre fameuse persévérance dont on parlait tantôt. Hein? Fait que la vie, là, c'est pas fait de choses futiles et faciles. Il faut aussi faire des tâches, s'impliquer, persévérer dans les tâches. Moi, je me souviens de moments quand j'étais jeune, puis on s'assoyait avec le panier à linge, puis nous, les enfants, c'était « tu trouves les paires de bas ». Oui! C'est ça, regarde. Toi, t'étais à Saint-Fé, moi à Montréal, là, c'était le même jeu. Même jeu. C'est « Hey, tu trouves les paires de bas », puis vous savez quoi? Aujourd'hui, je trouve une paire de bas,
je suis contente. Ouais. Ma dopamine, je vis une réussite interne, tu sais, de moi-même, je suis comme, yeah! Défi accompli. Ouais, bon. Ouais. Mais tu sais, je me souviens des moments que j'ai passés avec ma mère à faire ça, puis que je trouvais ça le fun. Puis pourtant, c'est comme, hey, t'as fait quoi aujourd'hui? On a fait les tâches ménagères. Puis on a plié du linge. Mais comme, moi, le souvenir que j'en ai, c'est, hey, c'était tellement le fun. J'ai fait un jeu de pairage, j'ai trouvé 2 choses pareilles, puis c'est un apprentissage. Oui, tu sais. Tout à fait. C'est un apprentissage ancré dans le réel, fait que c'est encore plus bénéfique. Génial. Puis comme on disait tantôt, si le parent a besoin de temps, ben là, on sait que c'est une belle occasion pour l'enfant de s'ennuyer, de stimuler sa créativité, son imagination. Fait qu'on est pas mal avec ça. Tu sais, plus l'enfant apprend à se divertir par lui-même, plus on va renforcer son indépendance aussi. Fait que c'est excellent. Si on a une longue attente en vue, mais genre à l'épicerie ou chez le médecin, ou puis là, on est plus sensible au regard des autres, ou puis là, on est plus vite à donner une tablette ou un téléphone à notre enfant, ben on peut toujours jaser avec notre enfant. Observer autour, nommer les choses qu'on voit. Si on est avec des enfants plus vieux, on peut faire des devinettes. On peut trouver dans l'environnement des mots qui commencent par toutes les lettres de l'alphabet, des mots qui riment, des mots qui commencent pareil. On peut apporter un petit, tu sais, des fois un petit sac de Lego, un petit kit de pâte à modeler, des feuilles, des crayons. Nous autres, quand on était jeunes, on enfilait des nouilles sèches sur des fils. Ça se fait encore. Oui, c'est vrai. J'avais une amie aussi qui a dit, ben tu sais, nous, tous les petits jouets McDo, là, quand on va chez, je veux pas faire de pub, là, mais ben, on les mettait dans un sac, puis là, quand on avait une longue attente ou que l'enfant s'impatientait, on sortait un nouveau jouet. Et là, c'est-tu le fun? C'est un nouveau jouet que tu connais pas, que t'as pas chez vous, avec lequel t'as jamais joué. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être... Une rotation de jouets à la maison, je pense. Tu sais, on le fait en garderie, là, puis à la halte Répit, ici, on rotationne nos jeux, puis les jeunes sont tout le temps en train de redécouvrir des jeux. Et même nos ados, là, dans notre local, on met 3 nouveaux jeux sur la table, puis ils sont comme, ah, c'est quoi ça? Puis ça fait 10 ans qu'on les offre, ils sont poussiéreux. Ouais, super intéressant. Puis des jeux à la maison, on en a toujours trop, de toute façon. Fait qu'une rotation, c'est toujours une bonne idée si on a l'espace là, pour faire une rotation. Bonne idée. Fait que, tu sais, on se souvient que dans le fond, là, les recommandations, c'est avant 2 ans, c'est pas nécessaire. L'enfant, il y a pas ce qu'il faut pour apprendre avec une tablette. On peut communiquer avec des parents à l'extérieur. Hein? Ce qu'on appelle maintenant en français le vidéo bavardage. Si vous voulez un nouveau mot pour le jeu de Scrabble du vendredi soir. Donc, ça, c'est toujours correct. Puis sinon, ben, de 2 à 5 ans, maximum 1 heure par jour, mais on n'est pas obligé d'en faire tous les jours. Sauf que, en effet, on s'attend à ce que l'adulte soit présent, qu'il soit investi, qu'il participe avec son enfant. Fait que c'est sûr que ça nous éloigne un peu de notre objectif pratique. Mais je pense que plus on en parle, mieux c'est. Fait que j'invite vraiment là, les parents qui nous écoutent à en parler avec leurs amis, avec leurs proches. Je pense que plus on va se solidariser en tant que parents, ben plus on va pouvoir prendre les meilleures décisions puis pas se sentir coupable parce que hey ben là toutes les amis de mon enfant ils ont des tablettes puis mon enfant en a pas. Mais à un moment donné, nous il faut être capable de mettre nos limites puis de s'encourager là entre parents pour mettre nos limites. Ça va être plus facile pour tout le monde. Puis on va devenir meilleur aussi. Absolument. Tu sais, aujourd'hui, on a parlé beaucoup du 0-5 ans puis de bas âge scolaire, mais éventuellement, je pense qu'on pourra reparler avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais on pourra reparler de comment adresser ça aussi avec des jeunes plus vieux, tu sais, d'âge scolaire et ados, que quand ça devient un médium de communication aussi là, puis que ça devient plus difficile, là, l'outil social qu'est le téléphone. Donc on va pouvoir aller plus loin là-dedans dans un autre épisode. Un autre gros sujet. On manquera pas de ça. Non, hein. Mylène, merci beaucoup. Hey, merci à vous deux de m'avoir reçu. Super le fun, puis on avait hâte parce que juste notre pré-entrevue là, ça nous a donné plein d'idées, puis on avait vraiment hâte de faire ça, puis je suis sûr que ça va être super utile. Puis inspirant. Je pense que chaque personne qui va faire un petit pas de plus ou qui va prendre une résolution pour l'année à venir va pouvoir améliorer la vie de son ou de ses enfants. C'est beau, ça. Ben, merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt.